La première conséquence de l'invasion ratée de Pasquet était dirigée contre la direction militaire. Personne ne pouvait faire croire à Duvalier qu'une poignée d'hommes pouvait accomplir l'occupation d'une installation militaire aussi importante, sans la connivence d'autres officiers actifs. De toute évidence, il y avait eu un complot. Cependant, doutant du succès de l'opération, certains complices ne s'étaient pas joints au jour J. À partir de ce jour, Duvalier a vu des traîtres partout. Sa méfiance devint si aiguë, qu'il s'entoura désormais 24 heures sur 24, de ses collaborateurs politiques civils. Plus important encore, le gouvernement a lancé une campagne d'agression, principalement contre les officiers de l'armée. Les services de renseignement du gouvernement, immédiatement après l'invasion des Pasquets, ont entrepris des enquêtes destinées à éliminer toute trace de ce mouvement des forces armées. Tout officier ou homme enrôlé, soupçonné d'avoir un quelconque lien avec les envahisseurs, a été relevé de son commandement, renvoyé ou mis sur la liste de retrait ou de retraite. L'épuration systématique fut réalisée si brutalement, qu'en très peu de temps, l'armée perdit plus de 80% de ses officiers supérieurs. Même certains officiers ayant la réputation d'être des duvalieristes inconditionnels, ont été victimes et contraints de quitter le pays. Dès le jour de mon entrée à l'école militaire en octobre 1959, je me suis interrogé sur la carrière que j'avais choisie, et sur les risques auxquels j'étais exposé, en tant que jeune provincial inexpérimenté. Un incident important a marqué mon arrivée, au centre de formation. Ce jour-là, j'ai aperçu un visage qui m'était familier sous le porche du dortoir des officiers. Le visage qui m'a souri en attendant sur le terrain de parade, était celui du major Pieroli. Le gouvernement l'a soupçonné de complot, et il a été détenu à l'académie, en attendant une décision sur son avenir. Tout le monde dans notre quartier du bas peu de choses, avait l'habitude de voir et d'admirer cet officier élégant et courtois. C'est la principale personne qui m'a poussé à embrasser une carrière militaire. Dans cet officier attaché à la caserne des Salines à cette époque, les jeunes pouvaient voir les hauts idéaux de ce noble métier des armes. Quelques jours plus tard, il est renvoyé de l'armée. Je n'ai trouvé aucune explication au renvoi du major Oli. Pas plus qu'aux autres départs inhabituels d'officiers de l'académie. Le commandant des cadets, le major Roland Jean-Louis, brillant mathématicien, informe un matin les cadets de son propre départ. Un peu plus tard, c'est au tour du lieutenant Serge Péan, professeur de géographie et d'histoire, puis de l'instructeur au tir, le lieutenant Yves Volel. Tous avaient été des officiers dévoués et compétents. Incapable de me contenir plus, j'ai finalement demandé à un vieil ami, un instructeur à l'école, des informations sur ce qui se passait. « Tu ferais mieux de contrôler ta langue », me cria-t-il. Dans l'armée, on ne se pose pas de telles questions. De plus, il m'a fait promettre de ne jamais dire un mot à personne, au sujet de notre conversation. J'ai suivi ses conseils et me suis concentré sur mes études, en observant et en prenant des notes. Au moment où les cadets de ma classe sont arrivés à la fin de leurs études universitaires, en septembre 1961, plusieurs autres instructeurs avaient été licenciés. La commission de réforme installée au Grand Quartier Général ne pardonnait à personne. Des officiers très compétents envoyés avant lui ont été licenciés pour cause d'inaptitude professionnelle. C'était la formule consacrée. Ma dernière déception en tant que cadet fut le renvoi du colonel Harry Neptune. Notre directeur très strict que nous respections et apprécions pourtant tous. Il n'a pas eu l'occasion de nous remettre nos diplômes. À notre retour des 15 jours de congé, accordés avant la cérémonie de remise des diplômes, il n'était plus le directeur de l'académie, ayant été obligatoirement mis à la retraite. L'officier qui l'a remplacé, et qui a signé nos diplômes ne nous connaissait pas. C'était l'armée. Pas de place pour la sentimentalité. La purge a été menée même parmi les cadets. Dans ma classe, plus de 9 ont été licenciés pour diverses raisons. Plusieurs renvoyés pour incompétence intellectuelle sont finalement devenus des médecins, des ingénieurs, des avocats, des enseignants compétents, etc. Le cas le plus notoire est celui du cadet Avenant Silaire. Licencié quelques jours avant la remise des diplômes, simplement parce qu'il avait été surpris en civil dans la rue. Bien qu'il fût en congé à l'époque, le conseil de discipline a insisté sur le fait que cette infraction constituait un motif suffisant d'expulsion.
J'ai découvert plus tard que la vraie raison de la décision était politique. Il a été pointé du doigt, en raison de ses relations avec des personnalités appartenant à la gauche haïtienne. Monsieur Siller, aujourd'hui médecin, sert désormais la communauté haïtienne, avec sérieux et compétence. Sur 53 élèves entrant à l'académie en 1959, l'unique classe de cadets dans l'histoire militaire haïtienne qui avait bénéficié, en 1960, d'un programme complet de formation au Training and Test Régiment, de l'US Marine Corps School Quantico, Virginie, il ne restait que 19 officiers en 1971. 64% d'entre eux avaient été éliminés sur une période de 12 ans. À ce rythme, on peut comprendre que les officiers faisaient face à une situation très difficile. Les critères d'évaluation n'étaient pas connus. En revanche, les démissions volontaires n'étaient pas acceptées. Cela serait interprété comme un acte d'opposition au gouvernement et il fallait éviter de se mettre dans une telle position. La purge s'est poursuivie tout au long des années 1960. Les dénonciations se multiplient. À chaque vague d'indices de révolte civile ou militaire, nombre d'officiers sont arrêtés, révoqués, emprisonnés, voire parfois exécutés sans procès. Certains d'entre eux ont pu sauver leur vie en obtenant l'asile dans des ambassades étrangères. La règle générale était qu'un complot n'était pas possible sans participation militaire. Tout militaire, caporal ou sergent pouvait contacter la police secrète ou même le bureau du président pour dénoncer son commandant de compagnie ou un officier de son unité. L'officier a ensuite été sanctionné, souvent sans enquête préalable. De nombreuses personnes, civiles et militaires, ont profité de la situation pour faire face à leurs adversaires. Nombreux sont les officiers qui ont perdu leur uniforme, et parfois la vie, faussement dénoncés par leurs collègues, ou après une petite altercation avec un membre influent du gouvernement. Un de mes amis, le sous-lieutenant Antonio Jean-Poix, a été congédié pour avoir, en tant qu'officier responsable de la section des accidents au bureau de contrôle de la circulation, signé un mandat de perquisition pour une voiture qui a quitté les lieux après son implication dans un accident. Malheureusement pour lui, cette voiture appartenait à un membre influent du gouvernement. Après son limogeage, la vie du lieutenant Jean-Poix a été si gravement menacée par ce fonctionnaire, qu'il a demandé l'asile à l'ambassade du Brésil à Port-au-Prince et s'est exilé. Telle était la situation qui prévalait pendant toute la période du régime Duvalier. L'objectif, retirer à l'armée son rôle d'arbitre dans les affaires politiques nationales, est poursuivi sans relâche. Par ailleurs, dès 1958, outre la purge du personnel militaire, le gouvernement avait entrepris la création d'un nouveau corps paramilitaire, notamment pour contrebalancer l'influence de l'armée haïtienne, le corps des volontaires de la sécurité nationale. Même si le duvalierisme est né de l'activisme politique d'un large secteur de l'armée, François Duvalier n'a jamais oublié le coup d'État contre-estimé. Il a assujetti l'institution militaire. Il a créé la milice. Quand on sait que Duvalier était ministre du Travail d'Estimé, au moment de ce coup d'État, on comprend que c'est certainement dans ce contexte qu'il a décidé de créer une milice pour renforcer son emprise politique sur le pays, plutôt que de mettre en place la police indépendante prévue par la Constitution de 1957 et la loi. La milice, conséquence directe de l'invasion du groupe Pasquet, a vu le jour le 29 juillet 1958, le même jour que cet événement. L'embryon du nouveau corps était le groupe de militants duvalieristes qui se précipitaient au Palais national pour protéger leur chef. Ce jour-là, de nombreux supporters ont demandé à être armés. Des instructions ont été données par le président pour satisfaire leurs revendications, afin qu'ils pourraient participer immédiatement à l'assaut de la caserne des Salines occupée par l'ennemi. En fait, il n'y avait pas de concours. Les hommes enrôlés étaient restés dans leur quartier, à l'écart du conflit. La classe politique, elle aussi, n'avait montré aucun intérêt pour l'événement. Les envahisseurs, isolés, avaient fui. C'est donc une victoire obtenue sans combat. Néanmoins, les partisans du président se sont vantés de leurs brillants exploits contre d'anciens membres de l'armée. Dès lors, méfiants à l'égard du service de sécurité présidentiel, ils habitent le palais national, dormant la nuit à même le sol ou profitant des maigres commodités offertes aux militaires. Certains d'entre eux, anciens gardes du corps du temps de la campagne électorale, occupaient les appartements privés de la présidence, et le soir, montaient la garde aux portes de la chambre présidentielle. Les officiers de la garde du palais, en infériorité numérique,
était littéralement éclipsée. La milice s'est rapidement répandue sur tout le territoire national. Le recrutement a eu lieu dans toutes les régions du pays. Les membres de la milice ne recevaient aucun salaire. Dans chaque district ou sous-district militaire, un officier spécialement choisi par le président Duvalier était chargé de leur formation. De ce fait est né dans le peuple le terme de macouteur, attribué à certains officiers en raison de leur contact quotidien avec les miliciens. De toute évidence, certains membres du personnel de l'armée cherchaient ce travail comme un moyen efficace d'accéder au chef suprême et d'obtenir des faveurs et des privilèges. En revanche, ceux qui méprisaient ou étaient indifférents à la milice étaient en danger. 4 ans plus tard, le décret du 7 novembre 1962 établit la milice comme un corps directement sous le commandement du président. Il a reçu le titre de corps des volontaires pour la sécurité nationale et généralement connu sous son acronyme, VSN. Selon le décret, la milice comprenait les groupes de citoyens, qui à travers les 9 départements géographiques du pays, sont organisés en unités volontaires indépendantes depuis les événements du 29 juillet 1958 et du 13 août 1959. Le 13 août 1959 marque la date de l'invasion d'une petite guérilla cubaine à grande anse après l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro à Cuba, incident qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre Port-au-Prince et La Havane. Ces barbudos, au nombre de 30, ont tous été tués ou capturés par l'armée, fortement soutenue par la population civile. Selon l'article 3 de ce décret, l'armée était chargée de former le VSN. Cet article stipulait que les volontaires de la sécurité nationale devaient recevoir leur éducation et leur formation militaire, auprès des officiers et sous-officiers en service dans les départements, districts et sous-districts militaires, sur requête et recommandation du président de la République au chef d'état-major. Un lien légal entre la milice et l'armée haïtienne avait alors été établi. En tant que force paramilitaire, la VSN avait également pour tâche d'accompagner les troupes dans toute opération de défense, et dans les campagnes contre l'invasion ou la rébellion armée interne, par des ennemis potentiels du gouvernement, ce qui se produisait souvent pendant les années du régime Duvalier. Dans de tels cas, ils agissent généralement en tant qu'éclaireurs ou agents d'information, ce qui n'exclut pas leur mission première d'espionnage des militaires dans l'accomplissement de leurs tâches.